savoir que pourquoi on les met, par exemple, on met les électrodes au niveau du poignet, parce que donc il y a moins de muscles. Il faut savoir que les électrodes sont préférentiellement mais dans les endroits où on a le minimum de muscles, parce que justement les muscles squelettiques, ils ont aussi une activité électrique qui peut donc, on va dire, parasiter l'activité électrique cardiaque. C'est pour ça que de préférence de mettre les électrodes dans des endroits où il n'y a pas ou peu de muscles. C'est pour ça qu'on les met dans les poignets, dans les chevilles. Euh, il faut savoir que il y a une astuce, par exemple, quand vous avez un sujet âgé qui a un tremblement, par exemple, sinus, un tremblement du sujet âgé, que ce soit dans les chevilles ou bien dans les poignets. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt mettre nos électrodes ici, au niveau des épaules et au niveau des cuisses. Donc, ça va permettre justement de diminuer ce tremblement. Et donc, parce que le tremblement, justement, va être enregistré comme ça. Donc, sur l'ECG, elle va être enregistrée comme étant un ECG très parasité, ininterprétable. Et donc, pour lutter contre ça, il suffit de mettre justement les électrodes au niveau des épaules et des cuisses, parce que justement, ces endroits-là n'ont pas vraiment de tremblement. Et puis, pour les dérivations périphériques, j'insiste sur ça parce que il faut savoir que dans certains cas, vous avez besoin d'un ECG bien fait pour l'interpréter. Et donc, il faut insister sur l'infirmier, par exemple, parce on a tous vu, pardon, que la plupart des ECG faits ne sont pas faits d'une manière correcte en ce qui concerne les électrodes précordiales. Donc, il faut insister sur ça. Je vous rappelle que euh, le, le V1, il est situé dans le quatrième espace intercostal donc parasternal droit. Le V2, c'est dans le quatrième espace intercostal, toujours en parasternal gauche. Puis le V4, chez l'homme, c'est en sous-mamelonnaire. Chez la femme, donc c'est plus simple de céder par la clavicule. Donc c'est à travers la ligne médioclaviculaire au niveau du cinquième, justement, espace intercostal. Et puis le V3, on le met entre V2 et V4. Pour le V5, on le met toujours sur le cinquième espace intercostal dans la ligne axillaire antérieure. Pour V6, on le met toujours dans le cinquième espace intercostal dans la ligne axillaire moyenne. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait justement un ECG 18 dérivation. Il faut savoir que pour l'ECG dérivation, ce n'est pas vraiment un appareil spécial pour ça, c'est tout simplement on modifie l'emplacement donc on va modifier l'emplacement de nos électrodes précordiaux. Donc il faut savoir que après avoir fait justement l'ECG 12 dérivations normales, on va enlever les électrodes, on va mettre le V1. Donc il faut savoir que le V1, il garde toujours sa place au parasternal droit au quatrième espace intercostal. Par contre, le V3, ici c'est le V3, on va le mettre donc en sous-mamelonnaire, ou bien dans la ligne médioclaviculaire droite, dans le cinquième espace intercostal. Et puis le V2, on va le mettre ici, entre V1 et V3. Et puis on va tourner le malade pour mettre, donc ici le V2 et le V3, c'est les dérivations droites. Donc c'est pour voir le cœur droit. Et puis pour mettre justement les dérivations postérieures, on va rester toujours sur la même ligne que tout à l'heure. Donc ici, par exemple, vous avez le V6. D'accord? Donc ici, le V6, comme on a dit dans la ligne axillaire moyenne au niveau du cinquième espace intercostal, il faut savoir que le V7, on va mettre V4 ici. Donc on va prendre l'électrode V4. On va le mettre ici au niveau donc au niveau toujours du cinquième espace intercostal sur la ligne axillaire postérieure. Puis on va mettre le V5 ici au niveau de la pointe de l'omoplate et on va mettre notre V6
faut savoir que le rachis du patient, il est là, en pointillé bleu. C'est celui-là, le rachis. Il faut savoir que le V6, on le met à mi-distance entre la pointe de l'omoplate et les apophyses épineuses du rachis du patient. Donc, on va mettre ici, au milieu, notre électrode V6. Et puis, une fois qu'on a fait cette ECG-là, on va aller sur l'ECG, sur le tracé qui est sorti. On va nommer notre V2, donc la dérivation V2, on va la nommer V1R, c'est-à-dire la première dérivation droite. On va nommer notre V3, pardon, on va le nommer V2R, c'est-à-dire la deuxième dérivation droite. Et puis, on va aller à notre V4, on va la nommer V7. On va aller à notre V5, on va la nommer V8. Et on va aller à notre V6, on va la nommer V9. Il faut savoir que V7, V8, V9, c'est les dérivations postérieures. Donc on a V7, V8, V9, dérivation postérieure. On a V2, V3, c'est les dérivations droites. Est-ce que c'est clair pour le CG des 8 dérivations? Euh, pour les dérivations postérieures, généralement, on les fait quand? Pour détecter quelle pathologie? Quelles sont les indications? L'indication, c'est tout ce qui est donc trouble ischémique, c'est-à-dire que ce soit un ST+, un ST-. Et il faut savoir que cet ECG 18 dérivation, il a une indication très large. C'est-à-dire, théoriquement, à chaque fois qu'un patient vient pour douleur thoracique ou bien suspicion d'infarctus, que ce soit ST+, ou ST-, vous êtes obligé de mettre un ECG 18 dérivation pour voir, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ST-, c'est-à-dire quand vous voyez un ECG 12 dérivations, il y a un ST-, c'est-à-dire il n'y a pas l'urgence extrême de l'ST+, mais il faut savoir que réellement, c'est un ST+, que ce soit basal, c'est-à-dire postérieur, ou bien un ST+ droit. Donc c'est pour ça que devant tout ST-, ou bien devant toute douleur thoracique, il faut faire un ECG 18 dérivations pour voir justement les dérivations droites et les dérivations postérieures. D'accord, merci. Ok, Tariq. Vous avez d'autres questions? S'il vous plaît, pardon. Oui. Oui, qu'est-ce qui concerne les dérivations postérieures, vous avez dit qu'on le fait en cas de douleur thoracique au risque d'infarctus. Oui. Mais est-ce que c'est courant? Est-ce qu'on le fait dans les urgences et tout? Parce que sincèrement, personnellement, j'ai fait déjà des ECG et tout, mais je n'ai jamais vu comment dirais-je, Le truc de 18 dérivation. oui, c'est ça, oui. Oui, il faut savoir justement, c'est pour ça que Mm. j'en ai parlé aujourd'hui, parce que la Ouais, plupart ne le font pas, mais il faut savoir qu'il faut le faire. oui, Il faut mais toujours le faire. oui, pardon, est-ce qu'on le fait en même temps qu'on fait enfin, ma question, c'est est-ce qu'on aura un ECG en même temps qu'on le fait les dérivations standards ou c'est à part cette dérivation par le cœur Justement, postérieur? on le Mm. fait juste après. C'est-à-dire, Très bien. vous allez faire votre CG 12 dérivations Normal. normales, d'accord? Oui, Et oui. puis, juste donc avant même vous n'allez pas débrancher ni l'appareil ni rien du tout. Mm. Vous allez Ouais. garder les dérivations périphériques en place. Vous allez donc enlever Tourner. vous allez enlever toutes les dérivations précordiales à part le V1. Vous allez Le toutes les 21, oui, enlever. oui, Voilà, oui, donc le V1, vous allez l'enlever. Le V1, oui. vous allez le garder en place. Vous allez prendre Oui. le V3, vous allez le mettre ici en summum lunaire. Vous allez prendre le V2,
vous allez le mettre ici, entre V1 et V3. Et puis, vous allez demander au malade de tourner légèrement sur la droite. Donc, vous allez mettre votre V4 ici, dans la ligne axillaire postérieure, sur le 5e espace intercostal. Vous allez mettre votre V5 au niveau de la pointe de l'omoplate et mettre votre V6, comme on a dit, entre le rachis et la pointe de l'omoplate. Et donc, vous allez cliquer sur le CG pour qu'il vous donne un autre tracé. Donc, il va vous donner un autre tracé. Sur le tracé, vous allez partir en V2. Vous allez la nommer V1R. Vous allez partir en V3. Vous allez la nommer V2R. En bas de V4, vous allez la nommer V7. V5, vous allez la nommer V8. V6, vous allez la nommer V9. Comme ça, vous n'allez pas confondre entre le CG premier et le deuxième tracé que vous avez. Très bien, V8. Voilà. Merci, Docteur? merci. Oui, très bien, merci. Donc, de rien. Docteur, j'ai une question, s'il vous plaît. Anna, je n'entends pas bien. Vous m'entendez? Oui, un peu. À notre niveau, habituellement, on fait uniquement le V7, V8, V9. Est-ce que c'est suffisant ou on est obligé de faire le V1R et V2R? En fait, réellement, c'est en fonction de ce que vous cherchez. Mais je vous dis que, donc, d'une manière générale, il faut faire les deux. Parce que par exemple, si on a un sus-décalage sur les dérivations antérieures et on veut savoir si on a une image miroir sur les dérivations postérieures, et on fait V7, V8, V9. C'est suffisant ou non? Dans ce cas-là, oui. Par exemple, vous avez un antérieur, vous avez un idéam antérieur. Par exemple, vous avez un doute, est-ce que c'est un ST plus ischémique ou bien, par exemple, une péricardite. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez mettre juste les dérivations postérieures. Si vous avez un miroir en postérieur, c'est bon, c'est un ST plus. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut faire les dérivations droites et les dérivations postérieures quand, justement, il n'y a pas d'AST+. Il y a juste un AST- ou bien un ECG normal. Et dans ce cas-là, il faut faire les deux, les droites et les postérieures, à la recherche d'un AST+, ou bien d'un AST-. Mais comme l'exemple que vous avez donné, oui, vous pouvez faire uniquement les postérieurs, à la recherche, justement, d'un miroir qui va aider beaucoup pour le diagnostic d'un AST+. Oui. Merci, docteur. Ok, de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, on continue alors. Là, c'est une image, justement, pour vous montrer, en quelque sorte, l'importance des dérivations. Il faut savoir que ici, le V1, V2, ils étaient placés ici. Ils étaient placés, au lieu qu'elles soient placées au 4e, ils étaient placés au 2e espace intercostal. Et donc, vous allez remarquer un aspect bizarre ici en V2 et en V1 qui ressemble à des ondes Q de nécrose avec une hypertrophie ventriculaire droite. Donc, il faut savoir que quand vous avez ici une onde R ample en V1 et en V2, c'est en faveur d'une hypertrophie ventriculaire droite. Et on a ici des ondes Q qui ressemblent à des ondes Q de nécrose, or que le patient n'a ni onde Q de nécrose, ni hypertrophie ventriculaire. C'est un patient qui n'a rien du tout, et c'est juste un problème d'emplacement d'électrodes. C'est pour ça que je vous ai dit que dans certains cas, il faut s'assurer que le CG a été bien fait. Avant de sauter, par exemple, de dire qu'il y a des ondes Q de nécrose, etc., il faut demander à l'infirmier, par exemple, est-ce qu'il a bien fait son ECG. Et dans les cas douteux, il faut refaire tout simplement le CG. Il faut assister l'infirmier. Il faut expliquer aux infirmiers comment placer les électrodes. Comme ça, vous aurez des ECG de qualité. Là, je vais vous montrer un autre exemple. Et là, c'est un inversement d'électrodes. Il faut savoir qu'il y a des inversements d'électrodes périphériques, mais dans certains cas aussi, les infirmiers ou bien les médecins
inverse aussi les électrodes, précordiaux. Et c'était le cas ici. Ici, par exemple, en V1, on a un aspect, on va dire, normal. Et puis, bizarrement, en V2, on a une onde R qui est ample. Et puis, en V3, on a une onde R qui est petite. En bas, dans V4, ici, on a une onde R qui est un peu grande. En bas, dans V5, on a une onde R qui est plus petite. Et ça, c'est pas du tout un aspect normal. C'est pas un aspect normal, c'est pas un aspect, on va dire, pathologique. Mais donc, quand vous avez de V1 à V5 ou bien à V6, vous avez des fois des ondes R et كبروا, genre des ondes R amples, on va des ondes R petites, on va des ondes R amples, on va des ondes R petites. Dans ce cas-là, il faut savoir que c'est un inversement des électrodes précordiaux. Parce que ici, normalement, le V5, réellement, c'est le V2. Le V3, ici, c'est le V3. Mais le V4, il faut savoir que ce V4, ce n'est pas donc le V1, il est en place. Le V3, il est en place. Le V4, il est en place. Le V6, il est en place. Donc, il y a un inversement entre le V2 et le V5. Donc, ce que vous voyez en V2, c'est réellement le V5. Ce que vous voyez en V5, c'est réellement le V2. C'est-à-dire celui qui a fait cette ECG-là, il a inversé le V2 et le V5. C'est-à-dire le V2, il l'a mis au niveau de axillaire antérieur au 5e espace intercostal et il a mis le V5 au niveau parasternal gauche. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Quand vous avez comme ça des ondes R amples en bas petites, en bas amples en bas petites, il faut chercher un inversement d'électrodes précordiaux et donc refaire bien sûr le CG. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui. Ok, donc on a fait un rappel électrophysiologique, on a fait on a fait l'électrophysiologie, on a fait l'emplacement des électrodes et tout. Maintenant, je vais vous montrer donc rapidement. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de suivre cette méthode-là d'interprétation de l'ECG, mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir une méthode dans la tête d'interprétation de l'ECG et être systématisé justement pour, on va dire, regarder l'ECG en globalité et pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Il faut savoir que la première des choses à regarder sur l'ECG, c'est tout simplement nom-prénom, chose qu'on oublie souvent tous. Il faut s'habituer à regarder le nom-prénom parce que des fois, il se trompe du dossier, des fois, il se trompe de, je sais pas moi. Donc, c'est possible que vous regardez donc le CG d'un autre patient carrément. Et il faut regarder aussi l'heure et la date. Donc, c'est important, surtout par exemple